Bienvenue à tous les curieux. Des années 60 à 2000, bien avant l'arrivée des plateformes de SVOD, les principaux pourvoyeurs de séries télévisées connues, reconnues, primées et attendues en Occident étaient les grands networks américains. Ces puissants groupes médiatiques qui se comptent sur les doigts d'une main ont inondé le marché de programmes plus ou moins feuilletonnants et de séries cultes, faisant rêver petits et grands. Cette époque où les séries au long cours avaient la préférence des téléspectateurs et des médias est définitivement révolue, alors que nombre d'entre elles nous ont donné des centaines d'heures de plaisir et d'émotion. Elles ont fait émerger des créateurs, des scénaristes et un nombre incalculable d'acteurs de grand talent, y compris Steve McQueen et Clint Eastwood, qui ont accédé à la notoriété par ce biais. Des monuments télévisuels largement considérés comme des phénomènes de société, tels que Mission Impossible et X-Files, font partie de cette catégorie et ont fortement contribué à relever le niveau de réputation de ces créations qui étaient au départ considérées comme des produits bas de gamme et de consommation courante. Il est évident aujourd'hui que les séries sont un art à part entière, mais elles n'ont pas attendu les plateformes pour le devenir. Hélas, c'est un fait totalement oublié de nos jours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais découvrir les séries des networks. Les séries télévisées sont les héritières directes des feuilletons radiophoniques qui sont eux-mêmes les descendants des romans feuilletons du 19e siècle. Crois-tu que j'aime être le comte de Monte Cristo ? Un grand nombre de grands écrivains comme Mark Twain ou Alexandre Dumas se sont livrés à cet exercice où leur histoire n'était pas publiée d'un seul coup comme un roman classique, mais feuille par feuille ou chapitre par chapitre dans la presse quotidienne ou hebdomadaire. Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan. Ils étaient souvent payés à la ligne et leur but avoué était de faire durer le récit et donc le plaisir des lecteurs le plus longtemps possible, mais aussi de ne jamais l'ennuyer avec un chapitre ou un morceau d'histoire qui ne ferait pas avancer le récit. L'autre technique utilisée par les auteurs afin de captiver le lecteur et d'être sûr qu'il achèterait le journal lors de la prochaine parution était l'utilisation en toute fin de chapitre d'une situation en suspens qui réclamait forcément une résolution dans l'épisode suivant. En français, cette technique est appelée l'hameçonnage et en anglais le cliffhanger. Lorsque la télévision a envahi les foyers occidentaux dans les années 60, il fallait que les chaînes de télé proposent des programmes pour remplir leur grille de diffusion. Et la solution pour cela n'est pas infinie. Il y a la retranscription d'événements sportifs, les jeux, les variétés, les documentaires, les interviews et la fiction. Les séries appartiennent à cette dernière catégorie. On distingue le plus souvent deux types de fiction. Les comédies, appelées sitcoms, qui durent 30 minutes, pub comprise, et les dramas, qui durent quant à eux 60 minutes, pub comprise. Les États-Unis sont un seul et même pays composé de 50 États, s'étendant sur 4 fuseaux horaires, sans compter Hawaï et l'Alaska. Ils disposent donc de multiples canaux de diffusion, mais au sommet de la pyramide trônent les chaînes nationales, qui sont appelées networks et peuvent émettre sur la totalité du territoire, contrairement aux chaînes locales, qui sont au network ce que la presse locale est à la presse nationale, un budget moindre pour une diffusion réduite. Ce sont donc les networks ABC, CBS, NBC et Fox qui font les plus grosses audiences et sont les entités les plus puissantes de la télé américaine. Ce sont aussi eux qui rayonnent dans les 50 États et doivent s'assurer d'une excellente audience pour continuer à émettre de manière pérenne, car ce sont toutes des sociétés privées uniquement financées par la publicité. Or, le prix des 30 secondes de pub sont indexés sur l'audience de l'émission durant laquelle elle est diffusée. Il est donc très facile de comprendre que plus un programme est regardé et plus la chaîne va pouvoir vendre la plage publicitaire très chère aux annonceurs. Une audience passable peut donc faire perdre des millions de dollars au network et met en péril son existence même. Voilà pourquoi il est vital qu'une série lancée par la chaîne fonctionne et soit rentable. Et pour s'assurer de ce succès, la conception d'une série puis sa production obéit à une logique et un parcours quasi militaire afin de minimiser les risques d'échec. La grille de programme d'un network sur une année scolaire est tout d'abord divisée en périodes bien distinctes et hiérarchisées. Les principaux flux de téléspectateurs qu'on appelle saisons se concentrent essentiellement de septembre à juin. De plus, la majorité des audiences se fait en soirée. Les programmes diffusés entre 20h et 23h sont donc privilégiés. Les networks commencent à demander des pitchs et des idées à des créatifs dès le mois de janvier à la mi-saison. Ils leur en font en moyenne une vingtaine par an. Au fil des réunions entre les exécutifs, les patrons de chaîne et les directeurs de programme, les idées les plus prometteuses sont gardées, environ 50%.
Les autres sont jetés ou retravaillés. La chaîne demande ensuite souvent à l'émetteur de l'idée l'écriture d'un script appelé pilote, qui servira à jauger et juger le potentiel commercial de la série. Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bioionique. L'auteur est rémunéré pour cela, même si son script n'est pas retenu. Ensuite, une nouvelle réunion décide des pilotes les plus aptes à rencontrer le succès et ils sont produits sous l'égide de son auteur, ce qui en fait le producteur. L'entonnoir a encore réduit de moitié. 3 à 5 pilotes en moyenne sont donc produits chaque saison par un network. Une fois tournés, souvent entre mars et avril, les pilotes sont montrés aux responsables et à un panel cible de téléspectateurs. Selon les notes recueillies, l'auteur reçoit ou non le feu vert de la chaîne pour la production de la série. La plupart du temps, 2 ou 3 nouveautés par network voient le jour chaque saison. La grille des programmes de la saison suivante est révélée au début du mois de mai, chaîne par chaîne, lors d'un événement appelé Upfront. À chaque Upfront, la grille est revue et une série déjà présente peut très bien changer de jour ou d'heure de diffusion. De plus, qui dit nouvelle série, dit forcément annulation d'une série existante. Elles peuvent résulter d'un commun accord avec le créateur, mais d'autres fois, l'annulation tombe comme un coup près, laissant la série sans véritable fin. En 1963, les chercheurs d'une entreprise appelée le Centre ont mis en isolement un de ses êtres, un jeune garçon nommé Jarod, et exploitèrent son génie pour des recherches secrètes. Mais un jour, le caméléon leur échappa. Pour limiter les risques, les networks ne commandent pas immédiatement 24 épisodes, mais entre 9 et 13, pour tenir jusqu'à décembre et limiter la casse en cas d'échec. Si la série ne rencontre pas le succès, ils ne la reconduisent pas et peuvent repêcher un pilote rejeté et produire des épisodes pour les diffuser de janvier à mai. C'est ce qu'on appelle une demi-saison. Au contraire, si la nouvelle série est un succès d'audience, ils complètent la saison en commandant une dizaine d'épisodes supplémentaires. Si les bonnes audiences se maintiennent toujours, elle est renouvelée ou reconduite pour une saison supplémentaire lors des Upfront. Et le schéma se répète chaque année. Pour le créateur d'une série, celui qui en a écrit le pilote, voir le feu vert accordé à sa création ne signifie pas pour autant la fin du parcours. C'est même l'inverse. Il n'est qu'au début de l'aventure. Tout d'abord, il est nommé showrunner. C'est un chef d'orchestre de la série, aussi bien d'un point de vue créatif que technique. Bill Bixby dans L'incroyable Hulk. Il embauche des producteurs ou producteurs exécutifs pour le seconder. Les envahisseurs. Le premier d'entre eux est le gestionnaire de la série. C'est lui qui veille au respect du budget. En général, le network n'alloue pas un budget fixe par épisode, mais une enveloppe globale pour un nombre défini d'épisodes. Par exemple, 12 millions de dollars pour 12 épisodes. Même si cela correspond à 1 million par épisode en moyenne, dans les faits, ce système permet de produire par exemple un épisode à 1 million 1, un autre à 1 million 2 et un autre à 700 000 dollars. Les justiciers milliardaires. Quand la moyenne par épisode est dépassée plusieurs fois d'affilée, le gestionnaire demande au scénariste de concevoir un épisode à moindre frais. Ces épisodes sont appelés bottle shows. Ce surnom d'épisode bouteille vient du fait qu'ils sont produits aussi rapidement qu'un génie sort d'une bouteille. Il y a principalement 2 manières de faire un bottle show. Soit on crée un huis clos, si possible dans un décor déjà construit, sans guest star, pour minimiser les coûts en casting, figurants, construction de décors, tournage en extérieur, etc. On peut aussi utiliser des extraits d'anciens épisodes au cours d'un scénario prétexte, comme un anniversaire ou un enterrement par exemple. Qui connaissons-nous qui soit à la fois un joueur et un meurtrier? Murdoch. Exact. Peut-être qu'il nous veut tous les trois. Comme le jour, il nous avait piégés dans cette casse. Ce type d'épisode est également appelé clip show et permet de réaliser un segment durant 45 minutes environ en ne filmant que 10 minutes d'images inédites. Le chef d'orchestre embauche ensuite des responsables aux postes techniques et artistiques qui devront se charger à leur tour de recruter leur équipe en fonction du budget alloué à leur département. Tout est optimisé. Comme le showrunner est souvent scénariste de métier et qu'il doit tracer la ligne directrice et narrative de la série, il devient naturellement le responsable des scénaristes. Car pour livrer 24 heures de programme de fiction en 27 semaines environ, il est nécessaire d'avoir une équipe de scénaristes avec chacun un grade et une fonction établis en général d'après leur ancienneté dans le métier. Il choisit également le rôle exact qu'il tient au sein du pôle de scénaristes et il existe autant de profils de showrunners que d'individus portant ce titre. Certains supervisent de loin tandis que d'autres retouchent chaque script. La plupart du temps, ils se réservent les épisodes charnières, ceux qui impliquent le plus de moyens ou qui sont diffusés à des moments clés comme les sweeps.
Les sweeps sont au nombre de 4 par saison et désignent des périodes souvent de 4 semaines où Nielsen, l'institut qui mesure les audiences des programmes outre-Atlantique, communique aux chaînes l'indice moyen de chacune de leurs séries et sur lequel le prix du spot de publicité sera indexé. Plus une série est regardée pendant les sweeps, plus la chaîne peut vendre cher ses emplacements publicitaires. À ce moment précis, des terroristes menacent d'assassiner un candidat à la présidence. Les choix scénaristiques et l'organisation des épisodes sont donc motivés par une logique mercantile autant que créatrice. D'ailleurs, le scénario de chaque épisode est découpé de manière à faire rester le téléspectateur à chaque publicité au moyen de mini cliffhangers. Les scénaristes n'écrivent pas l'intégralité des épisodes seuls. Ils se réunissent dans une pièce appelée Writing Room. Un grand bureau équipé de tableaux, de fiches cartonnées de couleurs et d'aimants. Au cours de brainstorming où les idées fusent, l'un des scénaristes note les idées de tout le monde sur des fiches cartonnées et les affiche au tableau. Petit à petit, les fiches sont organisées et les idées qui concernent les épisodes qui seront plus tôt en fin de saison sont disposées en bout tableau, etc. Sur l'un des tableaux est matérialisé le squelette du prochain épisode, qui doit être séparé en 4 actes. Chaque acte est suivi d'une publicité, il doit donc se terminer de manière à capter l'attention du téléspectateur. La situation est résolue juste après la publicité et l'acte suivant se poursuit jusqu'au 4e et dernier. L'intrigue globale de l'épisode doit aussi progresser au fur et à mesure des actes. Chaque acte est composé d'une douzaine de fiches en moyenne. En plus de 4 principaux actes qui constituent le cœur de l'épisode, le showrunner peut décider de précéder ou non ce dernier d'un pré-générique. Un petit morceau d'épisode, durant le plus souvent 2 minutes, est destiné à lancer l'intrigue tout en interpellant le téléspectateur. Il est composé de 4 à 7 fiches. C'était très calculé. Pour s'assurer une diffusion longue et donc plus rentable, les networks choisissent très souvent de produire ce qu'on appelle des formules à show, des séries dont chaque épisode obéit à une formule préétablie. Dans le système pénal américain, le ministère public est représenté par 2 groupes distincts mais d'égale importance. L'immense majorité des formules à show concernent les séries policières, juridiques ou médicales et c'est pour cela que ces dernières pullulent sur les networks. La trame scénaristique y est balisée tout en proposant une nouvelle intrigue chaque semaine. De plus, chaque épisode possède une fin bouclée, ce qui permet au network de diffuser ou rediffuser ces derniers à l'envi et dans l'ordre qui lui convient, contrairement à une série feuilletonnante où une diffusion dans un ordre aléatoire est plus compliquée. Je suis de la police, la criminelle, lieutenant Colombo. D'autant que les showrunners doivent aussi penser à la syndication. Car outre la diffusion et les rediffusions sur sa chaîne mère, il existe un autre moyen de rentabiliser une série, sa vente en syndication, c'est-à-dire à des chaînes locales pour leurs programmes d'après-midi en semaine. Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. L'idéal étant qu'une série achetée par une chaîne locale devra tenir l'antenne au moins 4 mois, à raison de 5 épisodes par semaine. La vente en syndication ne concerne que les séries dont le nombre d'épisodes produits dépasse déjà les 80. Le nombre palier d'épisodes a longtemps été de 100 avant d'être ramené à 80 pour correspondre aux nouvelles réalités de production. Ce système de syndication permet donc aux petites chaînes de proposer des programmes de qualité, mais à moindre coût, car déjà plus ou moins anciens, ainsi qu'aux networks de rentabiliser encore un petit peu plus une série qui leur a coûté très cher à produire. Ainsi, on comprend mieux pourquoi tout est fait pour assurer le succès des séries produites, ce qui n'empêche ni les accidents ni les échecs. Mais ce système, avant tout axé sur une réussite commerciale à tout prix, n'est absolument pas incompatible avec une réussite formelle et artistique. De nombreuses séries l'ont prouvé au fil des décennies. Les networks ont ainsi permis de découvrir des pépites telles que MASH, Hill Street Blues, X-Files, Urgence, Friends, Seinfeld, Frasier, Ally McBeal, Homicide, 24 ou The Office pour ne citer qu'elles. Des séries toutes primées aux Emmy Awards, l'équivalent des Oscars pour la télévision, doublées de succès public retentissants. Mais progressivement, ces séries produites à la chaîne, tout en restant qualitatives, se sont vues remplacées dans le cœur des spectateurs et dans celui de la presse spécialisée par leurs homologues des chaînes câblées comme HBO, dont Les Sopranos fait figure de précurseur dans le basculement vers un tout autre type de consommation. Ça ne peut pas durer. Ces chaînes se finançant par l'abonnement mensuel des abonnés, un peu à l'image de Canal+ en France, elles ne dépendent pas des annonceurs. Il n'y a donc pas de période de sweeps et les épisodes ne sont pas entrecoupés de publicité, ce qui rend l'utilisation d'actes au sein des épisodes complètement caduque. La narration intra-épisode est infiniment plus libre. Les saisons sont également plus courtes à raison d'une douzaine d'épisodes chacune. C'est ce modèle créatif qui a perduré jusqu'à aujourd'hui et qui est ultra majoritairement adopté par les plateformes de SVOD. Et on se rend bien compte que cette façon de faire des séries a supplanté celle des networks. Breaking Bad et Game of Thrones sont devenus les modèles à imiter.
Stranger Things et The Boys sont les chouchous du public et des médias. Quant aux séries des networks, la dernière fois qu'elles ont été récompensées aux Emmys, c'était en 2014. Jim Parsons et Juliana Margulies ont été respectivement élus meilleur acteur et meilleure actrice pour The Big Bang Theory et The Good Wife, deux séries de CBS. Un état de fait qui fait définitivement partie d'un passé révolu. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur les séries des networks. N'hésitez pas à liker si vous l'avez aimé, à laisser des commentaires et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte, soyez curieux.